dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et tous, on vous propose ce matin dans Vous êtes formidables d'observer l'état du monde à travers le regard des plus grands photographes animaliers de notre époque. Sa beauté évidemment, mais aussi les dangers qui menacent toutes les espèces, y compris la nôtre. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a un animal qui vous fascine, que vous aimeriez prendre en photo et que vous n'avez jamais réussi à avoir ? Oui, j'ai jamais tenté déjà de le prendre en photo parce que j'en ai pas croisé dans mon jardin, mais c'est le gorille. Ah, vous n'en avez pas dans votre Non, jardin ? non, j'avais Vous croisé. devriez venir chez moi, il y en a plein. Ah bah super, mais j'adorerais interagir avec eux en fait, genre Ouais. faire une photo où je joue aux cartes par exemple, avec un gorille, Non. ce serait magnifique. Je vous conseille de faire une petite photo de cette rencontre si elle arrive un de ces jours. Elle y arrivera. De l'envoyer au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et qui sait, vous intégrerez peut-être la sélection des 100 plus beaux clichés de nature 2024. Celle de 2023, figurez-vous, elle est à voir en ce moment à Bourges et on accueille Sébastien Minchin pour nous en parler. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue, directeur du Muséum de Bourges. Longtemps chroniqueur à nos côtés, ici dans cette émission. Donc Non, mais on est- c'était avant. Oui, c'était avant. Mais on est quand même hyper... précédente. Ouais. Ouais, on est très content de vous revoir. En tout cas, surtout pour venir nous parler de cette expo. Certes, c'est une expo dont on parle tous les ans, mais elle est toujours aussi merveilleuse, fascinante. Wildlife Photographer of the Year, photographe de nature en français. C'est quoi votre ressenti par rapport à la sélection de cette année ? Alors cette année, comme tous les ans, on a les 100 clichés qui ont été primés par le jury et par le concours organisé par le Muséum de Londres. Ouais. Cette année, on est dans une ambiance très noire. Ouais, j'ai eu le même ressenti. Oui, Ouais. c'est lié en fait à chaque fois au jury, c'est-à-dire qu'on est sur des jurys différents d'une année sur l'autre, qui sont constitués de scientifiques, de photographes de nature, de journalistes, de naturalistes. Et finalement, il y a une espèce d'alchimie qui se met en place en fonction des types de personnes qui sont présentes. Et là, cette année, on est sur quelque chose de très, très noir, Ouais. ce qui n'était pas le cas des 2 années précédentes, où on avait des choses beaucoup plus positives dans les photos parce que on était dans la période Covid et finalement les photographes restaient autour de leur maison comme nous tous finalement à l'époque. Donc ils prenaient finalement des choses plus les merveilles de la nature entre guillemets. Ouais. Et là on sent que cette année on est revenu sur quelque chose de plus C'est quand même un bon millésime 2023 de Wildlife. Ah ouais. oui, Ouais. c'est toujours des millésimes fabuleux avec des photos à couper le souffle à chaque fois et enfin voilà, on est sur les meilleurs photographes et les meilleures photos de l'année. Oui, c'est ça, les règles, on les rappelle. Il y a à peu près, je crois, un tout petit peu moins de 50 000 photos envoyées chaque année. Cette année, oui. On prend les 100 plus belles. Oui. Ah oui, donc il y a un paquet qui sont écartés, oui. Oui. Ouais. Oui. Alors, on est remonté dans la quantité de photos qui étaient envoyées, puisque pendant la période Covid, on tournait plutôt autour des 30 000. Ouais. Et là, on retrouve les chiffres d'avant Covid, donc à peu près à 50 000. Et photos non retouchées, prises dans la nature. Et je crois qu'on peut démarrer le concours à partir de 11 ans. 10 ans jusqu'à ce qu'on veut. La très 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 bonne nouvelle, même si ces images aussi belles qu'effrayantes, bref, ces images sont absolument fascinantes, mais elles sont plutôt connotées un peu tristounes, en tout cas sur ce qu'elles veulent dire. La bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est qu'il y a un Français qui remporte le Grand Prix, donc l'Oscar en quelque sorte. C'est lui le grand gagnant. La plus grosse récompense possible. Oui. Laurent Balesta. Laurent Balesta, le français, donc, qui est un photographe qui est connu au niveau international. C'est un des grands photographes du milieu sous-marin, du monde sous-marin. Et sa particularité, c'est que ça fait 2 fois qu'il gagne le Grand Prix. Il avait gagné il y a 2 ans. Et là, cette année, il a gagné avec un magnifique cliché de limule. Alors, pardon, mais moi qui ne connais pas les limules, j'ai vu le cliché. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, honnêtement, au milieu de la sélection. Bien sûr. Elle semble pas si impressionnante que ça, cette photo. Qu'est-ce qui fait que c'est finalement un cliché fou ?
Alors, c'est les conditions dans lesquelles sont prises ces clichés, hein, puisqu'on est dans les fonds marins. C'est une espèce qui est très difficile à photographier, alors qu'on peut retrouver sur la plage ou qu'on peut retrouver ailleurs que dans son milieu naturel. Ouais. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est la photo de cette limule montre à la fois cette limule et puis il y a des espèces de poissons qui sont juste à côté, hein, comme des poissons pilotes. Et c'est une espèce qui a été énormément menacée, qui est en train de disparaître parce qu'elle a la caractéristique d'avoir un sang bleu. Ouais. Qui sert notamment anticoagulant. Voilà, okay. Dans le cadre des vaccins. Donc elle a été énormément prélevée dans la nature. Il y a des élevages qui sont faits. Et là, il a fait cette photo dans son milieu naturel, ouais. Dans une réserve, en fait, un endroit sanctuarisé justement par rapport à l'espèce. Qui est aux Philippines, d'ailleurs, cet endroit. Il y a un autre Français qui tire son épingle du jeu dans cette sélection. C'est bon dans la photo. C'est Lucas Melcarne. On a d'excellents photographes en France, photographes animaliers, photographes tout court, tiens. Mais Lucas Melcarne, lui, pareil. Il a un très gros appareil. Il a pas mal de photos qui ont été sélectionnées finalement. Oui, parce qu'en fait, il a remporté le prix L'Étoile montante, c'est-à-dire c'est le prix qui va récompenser un photographe par rapport au nombre de photos qu'il a envoyées, un photographe âgé de moins de 25 ans. D'accord. Et voilà, ça c'est quelques-uns des clichés de Lucas. C'était l'été dernier, ça. Non. C'est ça, il prend énormément de photos autour de chez lui, hein, dans le Vercors. Et on devrait avoir Lucas Melcarne au muséum en conférence en février ou mars, c'est en train de se caler. Parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est de montrer, quand on a la chance d'avoir des Français primés sur ce concours, d'avoir que ces Français expliquent en fait leur travail, leur façon de faire. Voilà. Ouais. Ce serait absolument génial. J'espère que ça va se faire et je serai au premier rang ce jour-là, je pense. Parce que nous sommes à la télévision et que nous parlons photo, on accueille un homme pas du tout d'image. Parce qu'il est animateur radio et chroniqueur dans cette émission. Voici Monsieur Vincent James. Bonjour Vincent. Merci Louise pour cette présentation. Sébastien, enchanté. Je peux vous appeler Seb? Pas de souci. Super. Parce que c'est bien. Pas mal. Moi, la photo, ça a toujours été ma passion, contrairement à ce que vous dites. Voilà. À 11 ans, extrêmement précoce et débrouillard, ma maman m'a inscrit à un stage de photo accompagné de mon petit frère de 8 ans. Première étape, on prend les photos dans un parc et en bon surdoué de la photographie, je termine avant tout le monde. Malheureusement, comme tout surdoué, je m'ennuie rapidement et du coup, j'ouvre ma pellicule. Ah non. Voilà le drame. Le soleil, la pellicule, ça fait pas bon ménage, Seb. Et du coup, je dois me rabattre sur les photos de mon petit frère. Beaucoup moins bon photographe que moi, mais beaucoup moins débile aussi. Voilà. Dégoûté par le monde de la photographie, je décide de quitter ad vitam aeternam ce lieu. Voilà. Pas faire carrière, c'est dommage. Vous n'êtes pas très acharné, hein, quand même. Jamais. Dès que je vois que ça marche pas, j'arrête. Voilà. Par contre, j'ai développé une autre passion. Moi, c'est regarder les photographes qui passent des heures sur un même sujet. Ouais. Et je suis capable, mais vraiment, de rester. Mais alors, moi, ce qui m'émoustille, c'est les gens avec des gros objectifs, pas les amateurs avec les smartphones. Oui. Et là, ceux qui sont là, moi, ça me rend plus fou. C'est gros, mieux c'est. Et toujours. Et sur YouTube, justement, vous pouvez trouver plein de types de tutos pour se mettre à la photo sauvage. Et une question que je ne poserai pas du tout, d'ailleurs, à ce YouTuber qu'on va voir dans pas longtemps, qui nous casse les bonbons. Voilà. À peine commencé, qu'il a trop d'objectifs. Moi, ça m'impressionne trop. Donc, comment dégoûter de la photo avant même d'avoir commencé, non? Oui. Vous en avez des gros appareils, vous? Non. Vous n'êtes pas photographe? Il est comme vous, il aime regarder les autres faire. Je regarde les autres. C'est tellement agréable de regarder les gens travailler. Moi, je regarde Héloïse et André tous les lundis et mercredis, je me régale. Oui, on a remarqué. Alors maintenant, intéressons-nous à l'élite. Vous l'avez cité, Laurent Balesta, un Français qui a gagné le titre de Photographe of the Year. Regardez cet homme, c'est vraiment le brin ténébreux, quoi, l'aventurier. Mais il est stylé, il a la classe. Il a vraiment la classe. Oui. Et alors, sur YouTube, moi je me rencarde. Et sur YouTube, première recherche, Laurent Balesta, 700 requins dans la nuit. Mais le malade mental. Le garçon décide d'aller nager avec 700 requins au moment où il chasse. Pour vous donner une petite échelle de la peur, moi j'avais fait un baptême de plongée en Bretagne. J'avais vu une murène à un homard, j'avais eu peur. Donc les 700 requins, je vais clairement les lui laisser. Oui, lui, il est clairement passé au-delà. Oui, il est au-dessus. Je vais le laisser avec ses limules. Il n'a pas fait de photo de murène, hein, donc je pense oui, que ça se trouve, il a très peur des murènes. Allez, on se rassure comme ça. C'est peut-être sa phobie. Et puis tiens, un autre qui a gagné le titre de Photograph of the Year, en tout cas qui a été primé, c'est Matt Maran. Matt Maran qui a gagné la meilleure photo avec un renard qui mange un rat.
Ça a été primé, ça aussi, Sébastien, ça vous Oui, parle? oui. Mais pas cette année-ci, Non, non, non. Non. dans les années Alors, précédentes. on a des mecs comme Laurent Balesta qui plongent dans des profondeurs pas possibles. On a des mecs qui vivent en pleine montagne sous des températures polaires, qui reviennent avec des enjures au doigt. Lui, son credo, bien, c'est de photographier les renards de son quartier. Donc grosse arnaque, Matt Maran. En plus, en interview, Matt nous fait cette belle déclaration. Il faut vivre avec les animaux. Voilà, les renards ont des défauts, mais ils ont aussi des bienfaits pour la biodiversité. Alors moi, il y a 1 an, Seb, il y a tout mon poulailler qui s'est fait décimer par un renard. Donc j'étais dépité. Donc non, le renard, je suis pas hyper fan. Et du coup, vous détestez Matt Maran. Je déteste aussi, même si, comme moi, il est roux et donc un peu beau gosse. Et voilà. Et moi, il paraît que vous avez un petit manque. En tout cas, il y a un cadre vide chez vous, donc je me suis aussi essayé à la photographie. Peut-être que vous allez être d'accord pour la sélectionner. Alors. Voilà. Donc j'ai photographié mon bouc. Ah, très bien. Voilà. Donc c'est Un beau bouc. Ouais. Donc, Qui voilà. a réussi à chasser pour se nourrir de ça. Et puis je l'ai vraiment pris à l'état sauvage, quoi. C'est Oui, pas oui, du c'est tout un sûr, animal ouais. domestiqué. Alors ça, par exemple, ça fait partie des critères par rapport au concours Wildlife Photographer of the Year. C'est... Interdit de les nourrir, Oui, oui. évidemment. Il y a quelqu'un qui s'était fait piéger là en 2009. Il me Oui, semble oui, qu'il y avait ça un arrive photographe régulièrement. Ça en arrive régulièrement. 2009 qui avait kidnappé un loup et qui le prenait en photo. Ouais. Et paf, c'est lui retombé sur Ça arrive régulièrement en fait que les photos soient déclassées ou mises en dehors du concours Parce que ne respectant pas les règles. oui, Voilà. ne respectant Et pas les règles. ceci étant, au niveau du point de vue de la photo, vous trouvez Non, ça c'est bien. C'est bien équilibré. Oui, oui, c'est bien. Il y a les 2 tiers, 1 tiers. Il y a le regard, et puis oui, non, elle est chouette. Hein. Là, il y a les maisons sur le côté. Il faudrait peut-être les enlever. Ouais. Il y a des trucs à gommer, c'est Voilà. sûr. Ouais, Le pain ouais, dans la ouais. main. On n'est par pas exemple. dans la wildlife. Il là. s'appelle il Korn. Sauf qu'on n'a pas le droit. Avec un K. Avec un C. C. Korn avec un C. Merci beaucoup, Vincent. Je vais essayer d'enchaîner avec ça. Ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous hyper important. Vous faites le plein généralement sur cette expo. Oui. Ouais. Que vous prolongez donc via des conférences Oui. autant que Et puis possible. là, cette année, elle est présentée jusqu'au 10 mars. Ouais. Et après, si vous venez pas à Bourges, il faudra aller au Brésil. Ah Ça va. Ça va. Bah, donc on C'est va- après Vierzon. Quand on Oui, parle de Bourges, c'est ça, après Vierzon. c'est- On continue quelques kilomètres, on C'est arrive à pas le Rio. lieu dit Brésil. Ouais. Il doit y en avoir un en plus, c'est sûr. Je voulais qu'on parle un tout petit peu, là je fais un pas de côté, mais de Bourges, capitale européenne de la culture, puisque ça y est, vous On a avez gagné. obtenu Un pins. ce titre, C'est vous vrai. avez, vous, travaillé en ce sens. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour le muséum? Qu'est-ce qu'on peut rêver d'avoir, du coup? Ah ben, on a gagné parce que je pense... Enfin, alors, le muséum a participé, on était dans les chevilles ouvrières par rapport à l'écriture de la candidature et du projet. Qu'est-ce que ça va changer? Tout. C'est-à-dire que pour Bourges, c'est une bouffée d'oxygène. Ce qui est intéressant et qui est très fort symboliquement et sur le choix du jury, c'est qu'on donne la parole à ceux dont on ne parle jamais, les territoires invisibles. Et en fait, on a axé tout notre projet, que ce soit au niveau du muséum, mais à tous les niveaux, autour justement de la parole et de l'importance de ces territoires invisibles. Donc que ce soit les petites collectivités, les territoires ruraux. Finalement, la moitié de l'humanité vit dans des villes ou dans des zones de moins de 100 000 habitants. Donc ça, c'était hyper important. Et puis, ça fait un parallèle, on en avait parlé il y a 2 ans avec l'expo Sol Majeur qu'on avait réalisé il y a 2 ans. On s'intéresse à C'est-à-dire ce qu'il y avait sous nos pieds. Voilà, qui Ouais. s'intéressait à ce qu'il y avait sous nos pieds. Finalement, la biodiversité invisible et pas celle qui est à l'autre bout du monde, elle est juste là sous nos pieds. Elle a un rôle important par rapport au changement climatique et par rapport à toutes ces questions-là. Et ce qui marque chacun de ces territoires invisibles, c'est finalement la coopération et le fait de travailler en symbiose. Et donc, on propose, dans le cadre dans le cadre de Capitale européenne de la culture, de passer de l'ère anthropocène à l'ère symbiocène. Donc, l'ère de la symbiose. D'accord. Ça va changer complètement les vies dans les décennies et les siècles qui arrivent. Eh ben, ça va être absolument fascinant. Et en attendant cet événement majeur pour Bourges et pour toute notre région, là aussi, gros pas de côté, on va jouer avec André. C'est parti. Puis, pas tant que
ça, parce que c'est l'événement majeur aussi de chaque matin que l'on vit. Voilà, c'est le moment où on apprend. Et on passe à la symbiose. Exactement, avec la Nous aussi. symbiose de l'information et du divertissement via ce jeu. Il va y avoir symbiose entre nous Et entre vous qui trois allons aussi. essayer de gagner votre jeu. Et ça fait 6 mois que j'ai pas joué, alors je suis au On va taquet. peser. En effet, Sébastien, vous avez remporté donc ce titre de capitale européenne de la culture. Une vraie fierté, un gros travail que vous avez effectué avec toute la ville, bien évidemment, pour mériter cette distinction. Mais comme vous le savez, des capitales, il y en a à peu près pour tout dans le monde. Et on va jouer avec elles, justement, ce matin, les capitales européennes, les capitales mondiales aussi. Alors, première question, on va commencer par une forme d'art qui a traversé les époques, les continents aussi, c'est la mosaïque. Quand même, c'est magnifique. Regardez, j'ai pris les plus belles. Alors, justement, c'est beau, c'est coloré. Mais dans quelle région du monde la capitale mondiale de la mosaïque se trouve-t-elle? Oui. Est-ce que c'est en Europe du Sud? Est-ce que c'est en Afrique du Nord? Ou est-ce que c'est au Moyen-Orient? Ah, vous êtes vache, c'est dur comme zone. c'est Ah beaucoup bah oui, justement. On a quoi? On a Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe du Sud. Exactement. Vous diriez quoi, vous, Sébastien? Moi, du Sud. je dis la même chose que mon Moi, j'ai collègue. tout dit, là, Seb. Europe du Sud. Europe du Sud. Europe du Sud. Europe du Sud, Europe oui, du oui. Sud. Et on précise sur le Portugal? Oui. Non, Et il n'y a pas de bleu. En effet, il ne fallait pas. Alors non, mais c'était Europe du Sud, ça aurait pu être le Portugal. J'ai pas pris non plus sur ce zone-là, mais oui, c'est bien l'Europe du Sud, Ah, d'accord. mais c'est en Italie, à Ravenne. Plus précisément, Ah. je vous l'ai mis justement sur la carte, juste sous vos yeux. C'est à 1 heure de train de Bologne. La petite ville de Ravenne, en fait, elle a vraiment un trésor inestimable. Il y a des sublimes mosaïques partout. La plupart sont romaines et byzantines. Regardez plutôt. Alors c'est une petite ville, enfin c'est comme une grande ville, plus de 156 000 habitants, et il y a quand même 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et tout autour de la mosaïque. Si vous allez par là-bas, vous allez en prendre plein la vue, c'est sûr et certain. Je suis D'accord. passé vers Bologne, j'en avais pas entendu parler. Eh ben, Vous c'est n'êtes bien pas dommage. arrêté, Je vais en tout cas, retourner. bien évidemment. Sur Vincent. votre route pour le Brésil, vous vous Ouais. rapprochez. C'est sur la route. En effet, deuxième question, capitale européenne de la culture, c'est quand même la classe, Sébastien. Certaines attributions de capitale sont un peu moins la classe. On ouvre des guillemets. Laquelle de ces capitales mondiales existe vraiment? La capitale mondiale de la crotte de nez, la capitale mondiale du crottin de cheval ou la capitale mondiale des gens qui puent? Partons sur les gens qui puent. Non, le crottin de Crottin cheval. de cheval. Alors, heureusement, aucune des trois. Voilà, c'était une question Non, piège. Et je l'ai dit, voilà. Par contre, pour la capitale des gens qui sentent mauvais, ce ne sera surtout pas Montréal, au Canada, parce que depuis ce mois de janvier, eh ben, en fait, les usagers des bibliothèques de la ville, dont l'hygiène sera jugée un peu douteuse, pourront être expulsés des bibliothèques. C'est Et horrible. même avoir, en effet, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 $, canadiens, Bah, dis donc, si c'est on bof. récidive. Donc c'est assez plutôt dur, en effet. Oui. Et toute dernière question, une question maintenant sur les capitales du fainéant. Voilà, les capitales des feignants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous voyez de qui je parle? Non, peu pas près. du tout. Non. C'est encore un concept qui sort de votre cerveau. Alors, je parle des capitales de pays qui portent le même nom que le pays lui-même, celui où ils ne sont pas foulés. Justement, alors combien de pays feignants dans ce contexte existent dans le monde à 3 près? Justement. 15. Moi, 15, vous diriez? On me dit 12 dans l'oreillette. On vous dit 12 dans l'oreillette? Je vais entendre la voix. De l'oreillette, De eh ben, vous l'oreillette. faites bien en effet. 12. Cette oreillette répond bien, c'est 12. Pile poil. En effet, oui, il y en a 12. Il y a C'est- quelqu'un qui avait les fiches sous les yeux. Bravo. Et Louise, alors est-ce que vous avez du coup justement tous ces drapeaux qui sont juste sous vos Ah, yeux? Alors, il a dit qu'il était très fort, donc... Ouais. voilà, on va Comme les- vérifier. République Vincent. dominicaine. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a Alors, Vatican, il y a Vatican. Il y a déjà. Vatican, il y a Monaco, Djibouti, Guatemala, Koweït, Luxembourg, Mexico, Panama, Saint-Marin, qui est en Italie, Salvador, Sao Tomé, c'est une île au large du Gabon dans l'Atlantique, Singapour et Vatican. Ils ont tous le même nom de capitale que leur nom de pays. Donc les capitales des feignants. Exactement. Vous avez C'est choisi de les c'est un renommer. peu comme ça qu'on les appelle. Merci Les pays beaucoup. feignants. Voilà. Feignants. Merci André. Un petit retour à Oui. la nature. Allez, Ah c'est oui, parti. on va le Moi, faire. je préfère ça quand même. Pour l'admirer, s'ébahir bien évidemment des pouvoirs extraordinaires de certains animaux. En l'occurrence, ce matin, on parle du cheval. Et regardez, c'est Camille qui s'est offert une petite séance d'équithérapie. Pas mal le masque, hein. Fashion Week, Olivier Roustin. La Fédération française d'équitation a eu la bonne idée de former des diplômés en enseignement équestre afin de permettre au club d'accueillir tout public. Cette idée remporte un franc succès, il y a de plus en plus de diplômés. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Anne-Sophie, qui elle aussi a suivi cette formation. Elle me reçoit au Poney Club des 5 Arpents pour me faire découvrir cette écurie
pleine d'amour. Anne-Sophie. Oui. Doucté, comme on dit en Picardie. Comment il s'appelle? Déclic. Bon alors, Anne-Sophie, on est où exactement ici, là? Eh ben, on est au Poney Club des Saint-Carpents, à Cléry-Saint-André. Une structure équestre que j'ai établie il y a 17 ans. Je peux prendre aussi, moi, un déclic? Bien sûr. Déclic, viens ici me donner le déclic. Je te propose de rencontrer Carole, qui travaille à la Fédération française d'équitation, et Clémence, qui est infirmière spécialisée dans l'équi-coaching. Allez. Alors, il faut lever un petit peu la tête du poney, et on l'appelle Déclic. Allez, déclic. Viens, déclic. Peut-être qu'il faut le prendre par les sentiments. Déclic, accompagne-moi, sans jamais baisser les bras, même si des bras t'en as pas. Allez, ça marche, hein? Mesdames, bonjour. Salut. Bonjour, Salut Carole. Carole, tu représentes donc la Fédération française d'équitation, la FFA, comme ils disent les jeunes. Exactement, la FFE. Et Clémence, du coup, Et moi, je suis équithérapeute. quel est le but de la formation? C'est déjà de rapprocher les professionnels du monde du soin et ceux du monde équestre autour des 5 actes de la médiation avec les équidés. C'est le handicap, l'équithérapie, le sport santé, l'équicoaching et puis tout ce qui est psychosocial. Il dit bonjour comme ça. De narine à narine. Voilà, Et en silence. Dana, Et juste, ça s'appelle Voilà. un vent, un vent. voilà. Ça arrive un dans vent. la vraie vie, hein, avec les êtres humains aussi. Le roi du silence. 3 Ah, oui. secondes. Alors, ça veut dire ferme-la pendant 3 secondes. Mais elle dit ça poliment, Carole. Voilà. Je me tais. Eh, tu vois, tu prends pas un Ça vent. marche. Les dragueurs dans la rue, là, prends l'exemple. Fermez-la. Et les dames vous écouteront. Ce qu'on peut lui proposer, Clémence, c'est d'aller marcher. Allez, come on. Ça me donne envie de chuchoter. Mais c'est C'est vrai que- apaisant. Voilà, dans C'est la vrai, voix, on t'entend beaucoup plus apaisé. C'est ce que nous transmet le cheval. Il nous invite dans son espace, dans son monde, où on interagit, sans les mots, et pourtant il communique énormément. Tu vois, Il parle pas, mais il fait du bruit quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient de me dire, là, avec le fouch comme ça? bah, c'est respire. Ah, Et si on le faisait calmement? c'est vrai, je vais me calmer. Je vais passer de Camini à Doc Gynéco. Je vais parler beaucoup plus doucement. Dana, est-ce que tu es d'accord avec ça? Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe lorsque un patient rentre en contact avec le cheval? Le cheval, il vit l'instant présent. Il te connaît pas, il connaît pas ton dossier, il connaît pas ton CV. Enfin, nous, on se Donc, en connaît fait, quand même. il est On vraiment a dans déjà fait des sorties ensemble et tout. C'est en club. Poney Club, tu te rappelles? Au Poney Club. Il est dans la rencontre. Et c'est vrai que du coup, par expérience auprès d'un public atteint de maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs, j'ai des personnes qui ont reverbalisé, qui se sont mobilisées parce que le cheval a animé une envie en eux, en fait. Et si on laissait le choix à Dana d'être avec toi? D'accord, du coup, je dois tenir comment? Je dois tenir ou... Tu crois que tu vas tenir Non. Ah les non. 4 à 500 kilos? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux marcher avec elle, si tu veux, à Ouais. côté d'elle. Vas-y. Dana, tu viens avec moi? Voilà, comme un pote. Non, mais il faut au moins que je lui dise que Marly-Gaumont, c'est vachement loin, quoi. Je t'emmène chez moi, dans mon village. C'est à Marly-Gaumont. C'est dans les Hauts-de-France. Il y a des chevaux, des juments, tu te feras des amis. On sortira au club. Le Poney Club. Et après, ce que tu veux. Ça a marché quand même pendant un moment. Hein. Moi, j'ai bien vérifié, il n'y a pas de cliché de chevaux dans l'expo événement de l'année dont on parle depuis tout à l'heure. D'autres rencontres assez surprenantes, j'en ai noté une notamment, ce singe qui grimpe sur le dos d'un cerf. Oui. C'est assez fascinant. Oui, Il lui Alors- manque le chapeau et le lasso aussi, un petit peu. un hein. peu. Alors ça, c'est un comportement qu'on peut trouver entre différentes espèces. Et en fait, le photographe avait repéré que plusieurs singes avaient l'habitude comme ça de sauter dans le milieu naturel sur les cerfs. D'accord. En Pas des général- fins de reproduction. Oui, en général, Ah. c'était des singes mâles. Et puis là, Petite, quand il prend... expulsion, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand il prend ce cliché, en fait, c'est une femelle. D'accord. Voilà. C'est assez fascinant, surtout Complètement. d'imaginer tout le travail qu'il y a derrière. Je sais que c'est quelque chose que vous expliquez Oui. en dessous des photos dans Bah, l'expo. c'est des semaines, voire des mois d'attente, Ouais. de repérage, et puis, puis Puis d'attente par et puis rapport aux saisir le photos, bon et tout. instant. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de photos assez dures. Oui. On en a sélectionné quelques-unes. Moi, il y en a qui m'ont interpellée. C'est sur cette compétition de chasse au Texas où on tue des lynx. Oui. Elles sont Oui, oui. affreuses, ces photos. Bah oui, c'est. Alors, le wildlife, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un concours qui a 59 ans maintenant et qui était là pour montrer, à partir de l'art photographique, finalement, l'impact de l'homme, la perte de biodiversité, et ainsi de suite. Ça fait partie vraiment des leitmotifs du concours.
Et donc, voilà, cette photo, elle est. Il y a cette photo, il y a tout le reportage Ouais. qui va avec. Oui, c'est d'autres traditions, quoi. Il y a beaucoup de photos où on a des animaux qui sont un peu dans leur dernier souffle. Je pense à une baleine aussi qu'on voit en train d'agoniser. Oui, c'est un orque, oui. Pardon, ouais, un orque, excusez-moi. Il y a aussi, vous l'avez dit, la main de l'homme qui va dévaster certaines forêts. Il y a toutes ces choses-là, en fait, qui sont. On regarde une photo, on la trouve belle, et puis dans le détail, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, alors celle-ci, par exemple, c'est une photo qui est étonnante parce que donc elle est prise de haut avec un drone. Et en fait, cette tache blanche, c'est des monticules d'ordures qui sont dans une zone humide. Et pour faire redescendre l'état, en fait, ils mettent le feu à ces ordures. Et donc, ça crée cette c'est un arbre dans les arbres, alors que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Un tout petit mot très très rapide sur cette photo de l'Israélien Carmel Bechler. Il a 17 ans, il est Grand Prix des jeunes photographes parce que, je l'ai dit, il y a des catégories jeunes. Et celle-ci, donc, c'est le Grand Prix chez les jeunes, en fait. On rappelle qu'il n'y a pas de montage. Hein. Non. 17 ans, c'est une longue pause. Oui. 17 ans, une longue pause avec deux chouettes effraies qui sont à la lucarne. Qu'on distingue à peine. Qu'on distingue à peine. C'est ça qui est intéressant aussi dans le wildlife, c'est qu'il y a toujours des effets de surprise entre ce que l'œil perçoit au départ. Et puis, quand vous avez la légende d'explication, vous avez il y a une deuxième lecture. Il y a quelque chose qui se révèle. 30 secondes à les trouver. De chouettes. Merci infiniment. J'annonce très très rapidement les 8, 9 et 10 mars les rencontres chauves-souris au Muséum de Bourges. C'est sur inscription, évidemment. Il y aura 400 à 450 spécialistes des chauves-souris. Merci beaucoup d'être venu. Muséum-bourges.net pour toutes les infos sur cette magnifique expo.